Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, comme journaliste, on doit rester objectif, on doit rester neutre, mais bon, derrière cette carapace d'objectivité, il y a bien sûr un cœur qui bat et des fois il y a des choses dans l'actualité qui viennent plus nous chercher. Et moi, en ce moment, ça fait à peu près 24 heures, 48 heures qu'on entend beaucoup parler du cancer du col de l'utérus. Il y a beaucoup de discussions également, parce qu'il y a une augmentation du nombre de femmes qui ont le cancer du col de l'utérus au Québec. Il y a aussi cette histoire de Catherine Fournier, la mairesse de Longueuil, qui a fait un témoignage extrêmement touchant, une collaboratrice à elle de longue date, une amie proche à elle, qui en est au dernier stade. Elle a vraiment eu un diagnostic de cancer de stade avancé du col de l'utérus. Donc, j'offre évidemment toutes mes pensées à cette amie de Catherine Fournier, une proche collaboratrice qui combat en ce moment un cancer du col de l'utérus. Et la raison pour laquelle je vous parle de tout ça, et je m'adresse ici à toi, ma jeune et chère collaboratrice, Cybèle Olivier. Toi, tu as 26 ans. Moi, ma grand-mère, OK, la mère de ma mère, est décédée du cancer du col de l'utérus en 1942. Elle a donc laissé orpheline ma mère qui avait que 14 ans à l'époque. Puis ça a été un drame épouvantable dans ma famille. Ma mère, tous les jours de sa vie, pleurait toutes les larmes de son corps en pensant à sa maman qui était décédée de ce cancer-là. Puis moi, je m'étais toujours dit, le cancer du col de l'utérus, les gens mourraient de ça, comprends-tu, en 1942. Puis là, je me dis, en 2025, il y a encore des femmes qui meurent chaque année de ce cancer-là, qu'on peut prévenir, parce que il y a évidemment de la prévention, oui, et il y a un vaccin. Donc, c'est important d'en parler. Toi, est-ce que tu fais partie de la génération où, à l'école, vous aviez la disponibilité de ce vaccin-là, le VPH? Oui, absolument. Contre le VPH, oui, on l'a depuis longtemps. Puis justement, moi, j'ai jamais été surprise de parler de ce cancer-là, parce que depuis toute jeune, on m'en parle, oui, année après année. On a de la prévention au cégep, à l'université, on en parle beaucoup, justement. Quand je vais voir le médecin, toujours le petit papier. Oui, okay, aussi de faire attention puis de vérifier. Donc moi, je suis au courant puis je suis absolument triste de savoir que ça arrive encore, évidemment. Mais au moins, quand on a le vaccin, on sait que ça peut prévenir puis aider grandement. Mais il faut en parler de ce vaccin-là. Oui. Il faut continuer à en parler. Et moi, évidemment, à cause de mon historique familial, tu sais, quand tu vas voir le médecin, il te demande tout le temps, votre mère, c'est vrai. Puis votre grand-mère, de quoi ils sont décédés, puis tout ça. Fait que je mentionne tout le temps le cancer du col de l'utérus. Donc, j'ai été surveillée pendant des années. Mais ce dossier-là, en ce moment, d'entendre beaucoup parler de ça, c'est vraiment venu me chercher. Donc, je voulais vraiment réitérer. Renseignez-vous pour le vaccin pour vous, pour vos proches, pour vos enfants. Puis c'est un vaccin aussi pour les garçons et pour les filles. Voilà, c'était mon petit éditorial médico-émotif et une pensée pour Évelyne Lefebvre, ma grand-mère décédée en 1942. On va parler d'un tout autre sujet, ça a à voir avec la santé, mais cette fois-ci, c'est pas la santé des êtres humains, mais des êtres vivants qu'on adore, nos animaux domestiques, parce qu'il y a tout un dossier en ce moment depuis 24-48 heures à cause de 2 reportages à Radio-Canada sur une explosion des frais vétérinaires. On va en parler avec Caroline Kilsdunk. Vous êtes médecin vétérinaire bioéthicienne. C'est toujours un plaisir de vous parler. Bonjour, Madame Kilsdunk. Bonjour, Madame Durocher. Ça me fait plaisir de vous parler. Alors, c'est un reportage choc qui a été fait par les collègues à Radio-Canada. Enquête. Il y a eu aussi un reportage de l'équipe de La Facture. Dans le reportage d'enquête, on apprend que quelque chose qu'on a tous remarqué, une explosion, ça coûte de plus en plus cher les frais vétérinaires. Ce serait relié au fait que de plus en plus de cliniques vétérinaires sont rachetées par des conglomérats, des multinationales, qui en profitent pour augmenter les prix. Est-ce que ça suffit
cette explication-là pour expliquer pourquoi ça coûte si cher faire traiter nos animaux? Comme j'aime votre question. Les bannières, les multinationales qui rachètent des vétérinaires, des établissements vétérinaires, sont certainement un des facteurs contributifs. Puis à moyen, à long terme, c'est sûr qu'une concentration de marché, en général, on peut s'entendre que ça se fait pas à l'avantage du consommateur. Ceci étant dit, pour ce qui est de l'explosion des frais des dernières années, elle est vraiment multifactorielle. On ne peut pas l'imputer seulement à ça. D'accord. Alors, effectivement. Alors, allons-y étape par étape. Peut-être que, en effet, le fait que des bannières soient rachetées par une plus grande bannière, c'est un facteur. Quels seraient les autres facteurs, Madame Kilsdunk? Bon, l'inflation, comme partout, évidemment. Ensuite, un important rattrapage salarial. Le personnel dans les établissements vétérinaires était, et je parle particulièrement des techniciens en santé animale, était sous-payé et on avait un énorme problème de rétention dans le milieu. Alors, beaucoup de changements de personnel, ce qui est jamais à l'avantage de la qualité de la qualité là, des services rendus dans un établissement quand il y a trop de roulement de personnel. La même chose pour le salaire des vétérinaires. La plupart des gens pensent que les vétérinaires salariés font des très gros salaires. Ben écoutez, il y a quelques années, le salaire moyen d'un vétérinaire qui travaillait à plein temps en pratique des petits animaux était d'environ 85 000 $. Et là, faut pas comparer ça à 85 000 $ d'une infirmière ou d'une enseignante parce que c'est des établissements privés et qu'il y a pas de régime de pension d'employeur là-dedans. Là. Je comprends. Alors, donc il y avait un salaire important. C'est un salaire important, mais pas excessif. Donc, il y a eu un rattrapage. Le salaire des vétérinaires, le salaire des techniciens, l'inflation. Tout ça fait en sorte, Madame Kilsdunk, que j'ai noté là des frais épouvantables. Parce que moi, ça fait plusieurs années maintenant que je n'ai plus ni chat ni chien, mais j'ai noté quand même dans le reportage d'enquête des prix qui m'ont fait hurler. La castration des chiots, par exemple, les prix ont augmenté de 80%. Il y a des gens qui ont payé 1400 $ pour faire arracher une dent à un chien. Moi, j'ai un ado à la maison. Je pense que j'aime mieux avoir un ado qu'avoir un chien parce que... Non, mais je fais une comparaison, là. OK, m'envoyez pas des tomates, là. Commencez pas à écrire à Cybèle en disant « donc ben épouvantable, Madame Durocher ». Non, mais 1400 $ pour arracher une dent, ça n'a aucune allure, Madame Kilsdunk. Ben, d'un côté, je dis comme vous, puis là, je veux dire pour les auditeurs là que moi, je prends la perspective, tu sais, d'observation j'essaie d'avoir un regard éthique global sur la situation. Moi-même, je suis pas propriétaire d'établissement vétérinaire et je ne travaille pas à l'établissement non plus. Puis j'ai moi-même des animaux aussi. Alors, effectivement, 1400 $ pour une dent, ça a l'air incroyable. Mais là, il y a une chose dont il faut être conscient, c'est que, par exemple, avant d'extraire cette dent-là, il va falloir avoir pris des radiographies pour voir s'il y a plein d'autres dents à extraire à ce moment-là. Oui, les radios, ça coûte cher. Autre chose, ben oui, puis là, ce chien-là, on parle d'un chien, je pense que vous avez dit, on va pas lui faire ça à froid. Et puis comme c'est un animal, on peut pas lui dire « je vais te faire une anesthésie locale, tiens-toi tranquille, ne me mords pas ». Alors, vous voyez là que il y a toutes sortes d'explications qui font que c'est extrêmement complexe. Je veux pas dire, je suis pas à la défense de l'industrie et je veux pas dire que parfois il y aurait pas moyen de faire moins cher. Et je vais vous dire comment il y aurait moyen de faire moins cher parfois. Allez-y. Et la meilleure chose à faire pour un usager de soins vétérinaires, un client, c'est de développer une relation de confiance avec un vétérinaire. Et puis, vous allez pouvoir, à ce moment-là, discuter avec ce vétérinaire-là. En médecine vétérinaire, on parle beaucoup des plans A, B, C, puis à la limite, ça peut aller à D. C'est-à-dire que dans bien des situations, il y aurait le plan de traitement ou le plan diagnostic idéal qu'on appelle le gold standard ou le plan A où on peut y donner différents noms.
Mais en fonction de votre budget, du temps, de l'énergie, des ressources financières que vous êtes capable de mettre pour votre animal, des fois, il y a d'autres possibilités qu'on peut envisager. Puis là, si vous avez développé la relation de confiance avec un vétérinaire avec qui vous êtes à l'aise de discuter, c'est là que ça risque le plus d'être à votre avantage. C'est un petit peu quand on s'en va voir, mettons, le garagiste, c'est sûr qu'il va nous dire, moi ça m'est arrivé récemment, Madame Durocher, vous avez une petite poque là sur le truc de votre portière, faut refaire la carrosserie au complet, puis le bumper en avant, puis le bumper à droite, puis le ci, puis le ça. Puis là, je l'ai regardé, puis j'ai dit, ça me semble un petit peu excessif. Puis là, finalement, on a réduit, puis on a réduit. Et voilà, donc il y a moyen de négocier puis de dire, regarde, j'ai pas les moyens, fait qu'allons-y. J'aimerais ça fait réagir. Absolument, puis j'aimerais ça réagir, Mme Kilsdon, ce que vous disiez sur la relation de confiance qu'on doit établir. On a reçu 2 commentaires en particulier. Le premier, j'ai pas son nom, mais un auditeur nous dit, moi, mon chien a rencontré un porc-épic en mai dernier, 4 500 $ de frais vétérinaires pour 3 visites. Mais le deuxième commentaire est intéressant au niveau de la relation de confiance. C'est Jean-François qui nous dit, moi, je devais faire une opération pour mon chien. Un vétérinaire nous chargeait 5 000 $ pour une chirurgie et on en a trouvé un autre, honnête, je le cite, qui l'a fait pour 1 800 $. Wow. Alors, les gens sont un petit peu frustrés de se dire, est-ce que c'est vraiment à nous de magasiner notre vétérinaire? Comment faire confiance? J'imagine que vous l'avez entendu souvent, ça, Mme Kilsdon. Comment vous réagissez à ça, de savoir une différence là, de près de 4 200. C'est ça, exactement. Je fais une supposition que la première estimation était dans un centre d'urgence. Quand les gens se présentent dans un centre d'urgence avec une situation, ils vont leur faire un devis là, pour le coût d'une chirurgie. Et parfois, il y a d'autres vétérinaires en pratique privée qui sont pas dans des grands centres spécialisés et d'urgence, qui sont prêts à faire ces chirurgies-là à coût moindre, qui ont des coûts de fonctionnement dans ces établissements-là qui sont moindres que dans les centres d'urgence. C'est sûr qu'un centre d'urgence ouvert 24 heures sur 24, avec des spécialistes disponibles sur demande, ça coûte cher à faire rouler et évidemment, le prix des chirurgies va en conséquence. Tout à fait. Oui, écoutez, je veux absolument prendre le temps de revenir donc à ce reportage d'enquête parce que après tout, Enquête, c'est Radio-Canada, puis Radio-Canada, c'est nos impôts. Alors, pour une fois que c'est bien utilisé, on va en profiter. Ce reportage-là, ce qu'il montre, et c'est ça qui m'a vraiment touchée et inquiétée, c'est que à cause de cette explosion des coûts, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans une situation où ils font 2 choses. Il y a beaucoup plus d'abandon dans les SPCA. Les gens abandonnent leur animal parce qu'ils n'ont plus les moyens d'en prendre soin. Et il y a beaucoup plus de cas d'euthanasie. Pour les mêmes raisons, on passe beaucoup plus rapidement à l'euthanasie parce que ça coûterait trop cher de faire toutes sortes de chirurgies pour les maintenir en vie. Vous êtes bioéthicienne. Ça pose une grosse question d'éthique. Ça veut dire que l'amour qu'on porte à notre animal, un prix. Il a un prix et le prix est tellement élevé qu'on est obligé de lui donner la mort plutôt que de lui donner des sous. Oui, j'ai pas de réponse toute faite. Chaque situation est unique, mais vous savez, dans certaines circonstances, je me prends en exemple. Ok, j'ai 4 enfants, j'ai 4 petits-enfants. Moi, évidemment, j'ai bien réfléchi avant d'avoir des chiens, et puis je suis capable de faire face aux imprévus s'il y en a. Mais il pourrait y arriver une situation où je ne serais pas prête à investir un très gros montant. Et puis, ça se peut qu'en bout de ligne, ce soit la décision la plus éthique. Ceci étant dit, pourquoi je commence par un exemple comme celui-là? J'essaie quand même de déculpabiliser des gens parce que le message qu'on passe est parfois extrêmement culpabilisant pour des gens qui en font déjà beaucoup pour leurs animaux, mais qui n'arrivent pas à tout faire. Mais d'un autre côté, il y a encore beaucoup de gens qui adoptent des animaux sans une once de réflexion sur la responsabilité que ça implique, et pas seulement sur le point de vue financier. J'ai fait la direction par intérim d'un service animalier municipal au cours de l'année 2024.
si vous voyez le nombre d'animaux qui nous sont abandonnés, qui auraient juste pas dû être adoptés dès le départ par ces familles-là. Alors, on a beaucoup à faire aussi du côté de l'éducation pour éviter ces situations-là. Ouais. Puis le système doit, comme la SPCA essaie de le faire, essayer de rattraper ces cas-là, mais je pense que c'est aussi important d'agir beaucoup en amont. On a encore vraiment en prévention puis en éducation. Donc la question c'est pas pourquoi, c'est en partie pourquoi les coûts ont augmenté, mais je pense qu'il faut aussi envoyer le message à la population avant d'adopter un animal. Essayez de voir sur le long terme. Cet animal-là, vous allez le garder, mettons, pendant 10 ans. Si ça vous coûte 2 000 $, mettons, par année, pendant 10 ans, avez-vous ce 20 000 $-là et êtes-vous prêt à l'investir dans votre animal plutôt que de se retrouver dans 2 ans, puis être capable de payer puis d'être obligé de faire euthanasier ou abandonner l'animal. Donc, on devrait se poser la question avant, est-ce qu'on a les moyens? Parce que sinon, on va se retrouver avec des situations où c'est juste des gens très riches qui vont avoir des animaux. Puis ça aussi, ça pose une question d'éthique. Très intéressant comme réflexion. Merci beaucoup, Madame Kilzang. Merci beaucoup, Madame Durocher. Bonne fin de journée. Je rappelle que vous êtes médecin vétérinaire et bio-éthicienne. Cybèle, donc toi, tu as déjà eu des chats, des chiens, toutes sortes de patentes. Moi, j'ai déjà eu des rats. Ah! Oui. André Sylvain aussi, il y avait un rat avant. T'as eu un rat? Oui. Ah oui? Puis Ratatouille, comment tu l'appelais? C'est un des meilleurs animaux que tu peux avoir à la maison. Je suis tellement d'accord, André Sylvain. Nous, on s'était présenté à l'animalerie avec mon fils qui avait comme 12-13 ans à l'époque. On voulait des hamsters. Et la personne dans l'animalerie me dit, Madame Durocher, c'est parce que c'est un animal, il est très actif la nuit puis il fout rien pendant la journée. Fait que votre enfant, il va être super fru parce que quand il va vouloir jouer avec l'animal va vouloir dormir. Puis quand votre fils va vouloir dormir, l'animal va vouloir jouer. Fait que ça marchera pas. Puis là, j'ai dit, OK, mais qu'est-ce qu'on fait? Là, je suis à l'animalerie, j'ai promis à mon enfant qu'on avait un animal. La personne à l'animalerie m'a dit un rat. J'ai dit, êtes-vous fou, vous? Il m'a dit, mais non, c'est un animal intelligent, affectueux. Fait que pendant plusieurs mois, on a eu un rat, donc un qui s'appelait Godzilla. Oh, c'est cute! Et Richard Martineau et moi et mon fils, on avait chacun notre rat sur nous pendant qu'on regardait la télé, puis on le flattait. Ben oui, à ce qui paraît, c'est vraiment agréable comme animal de compagnie. Oui, non, vraiment, j'entends ça souvent. Et c'est propre aussi, hein? Oui. On peut l'entraîner à aller dans une litière. Ah, mais ça, je me suis pas rendue jusque-là parce qu'à un moment donné, Godzilla est devenu complètement cinglé. Et là, Godzilla s'en est pris aux 2 autres rats. Puis il y a un des rats qui était une rate. Elle a eu des petits bébés. Et je pense qu'à un moment donné, Godzilla a mangé les bébés de la rate. Oui, ça se pourrait très bien. Que la chenoute a pogné. Et donc, on a été obligé de se débarrasser des rats, mais pas parce que ça coûtait trop cher. Non, c'est ça. Parce que Godzilla était un fou furieux. Donc voilà, tranche de vie. Oui, on parlait des frais vétérinaires rapidement. Ouais. Je vais te raconter une anecdote où c'est là que des fois, je pense que les gens peuvent être frustrés au niveau des renseignements qu'on a chez les vétérinaires. J'avais un chaton qui a mangé notre chocolat de Pâques, OK? Un chocolat complet. Mais c'est un chaton. Il y a 4-5 mois à ce moment-là. Et là, moi, j'apprends ça. Je suis au travail ici. Je panique. C'est mon copain de l'époque qui avait le chat avec lui. Là, je me dis, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de trouver un renseignement. Finalement, il appelle le vétérinaire. Et le vétérinaire, au lieu de lui dire, hey, regarde, c'est un chaton, c'est fait fort, un chat, ça peut manger à peu près n'importe quoi. Attends de voir un peu. Il dit, viens-t'en tout de suite en urgence. Ça nous a coûté 600 $ pour se faire dire par la suite par quelqu'un d'autre, ah ben là, tu sais, t'aurais pu juste le laisser voir s'il allait vomir, puis tout se serait bien passé. Ouais. Pourquoi on n'a pas eu ce renseignement-là? C'est ça qui est frustrant. Ça prend 2 secondes au téléphone, dire, attendez 2 minutes avant de vous énerver. T'as tout à fait raison. Ça, c'est la frustration. Ça, c'est frustrant, puis c'est là que le lien de confiance se perd. Jean-Philippe Leroux, à la mise en onde, t'avais une anecdote, toi aussi? Si j'ai juste un conseil à donner sur les frais vétérinaires, ma plus grosse erreur, ça a été de ne pas prendre d'assurance. Si vous voulez sauver des sous, c'est un 50, 60, 70, ça dépend. Mais prenez-vous un programme d'assurance, vous pourriez sauver des milliers de dollars au bout de la vie d'animal. J'ai jamais pensé à ça. Voilà, très bon. Puis le reportage La Facture aussi qui nous dit que la plupart des médicaments pour les animaux, tu peux les acheter chez Jean Coutu, puis ça coûte une fraction du prix. Bon. Donc, très intéressant la discussion sur les vétérinaires. Merci les petits amis. Je pense que j'avais un poil de chat sur la langue. Rat. Ou de rat. Un poil de ratatouille ou Godzilla sur le bout de la langue. Vous écoutez Cube Radio.